l'heure des pros. On a une question qu'on va se poser, qui ne sera pas posée dans les autres médias, bien évidemment, parce que tout le monde va parler de l'insécurité, du trafic de drogue, avoir les témoignages, les expertises des policiers. Qu'ont-ils fait de la France ? Qu'ont-ils fait de notre France paisible et heureuse, prospère et fière ? Émeutes urbaines, violences gratuites, guerre de gangs. La semaine dernière a été marquée par une fièvre insécuritaire dans des communes tranquilles. Je parlais de Compiègne, je parlais de Béziers, de Limoges, de Nîmes. Vous avez aussi cette agression barbare du restaurateur à Julouville dans la Manche. Et je voudrais saluer le travail du JD News, parce que malheureusement, vous avez souvent un temps d'avance. Vous avez titré mercredi dernier « L'été de tous les dangers, insécurité, chaos migratoire, crise financière ». Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette fameuse expression « on paye toutes les factures en même temps ». Et on se rend compte, quand on découvre cette actualité, qu'aujourd'hui, la France est dans un bien mauvais état. Avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on voit le sujet de Mathilde Ibanez, qui revient sur ces émeutes dans des villes qu'on disait paisibles, mais pas que. Il y a les émeutes, il y a le trafic de drogue, et puis il y a la violence gratuite. Ce sont des villes d'ordinaire paisibles, discrètes. Mais depuis quelques semaines, elles sont le théâtre de scènes de violence. Près du Mont-Saint-Michel, dans la station balnéaire de Julouville, une trentaine de jeunes armés de couteaux et de bombes lacrymogènes ont pris pour cible ce restaurant, blessant le responsable et sa femme. À Vendôme, les habitants ont été confrontés à des scènes de violence entre bandes rivales, mais aussi à de nombreuses dégradations. Des scènes similaires ont aussi lieu à Charleville-Mézières, Limoges, Béziers ou encore Compiègne. Nous avons affaire à des zones d'un autre droit. Donc, de multitudes micro-États dans celui de la République, ce qui est extrêmement inquiétant. On a un certain nombre de parents qui n'assument pas leur rôle, leurs responsabilités, leurs obligations. Et notamment, le Code civil sanctionne cela, mais c'est très rarement mis en œuvre au sein de notre territoire. Pour lutter contre cette délinquance qui concerne souvent les mineurs, des couvre-feux ont été imposés dans plusieurs villes d'Île-de-France notamment. Une seule question ce matin, qu'ont-ils fait de la France ? Avec vous, pour commencer, Alexandre Devecchio. Oui, vous avez raison de poser la question comme ça, parce que souvent, l'une des techniques du débat médiatique, c'est de faire sujet par sujet. Faire le trafic de drogue d'un côté, l'insécurité avec la question des mineurs de l'autre. En réalité, tout se tient. Il y a un problème beaucoup plus profond, beaucoup plus global qui réside d'une crise d'autorité, d'une perte de contrôle de l'État, d'une politique pénale en faillite, d'une politique migratoire qui a créé une situation de désintégration totale. Donc je pense que les sujets se tiennent, et beaucoup plus encore que la question du narcotrafic, même s'il faut y répondre, il y a effectivement une crise de l'autorité, de la civilisation plus profonde. Et de l'assimilation, parce que c'est des dizaines d'années d'échecs. Exactement. Exactement. C'est beaucoup plus profond. Et d'ailleurs, la politique de la ville, c'est une catastrophe. J'allais vous dire, faudra malheureusement sans doute des dizaines d'années pour redresser le pays. Oui, la politique de la ville, vous avez raison, ça a aggravé les problèmes que ça prétendait résoudre. Il fallait faire la rénovation urbaine, mais ensuite la politique des grands frères, le financement d'associations communautaristes avec un discours laxiste sur la sécurité, ça a aggravé le problème plutôt que ça ne l'a résolu, et ça a participé de l'enfermement des populations. Faire en revanche à court terme, ce qu'on peut espérer, c'est que les délinquants qui ont été attrapés ce week-end, qui s'en sont pris aux forces de l'ordre, j'ai entendu par exemple du côté de Nîmes, ils risquent jusqu'à 10 ans de prison. Dans un instant, on sera avec le préfet de l'Hérault. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison. Ce qu'on peut espérer, mais on est naïf bien sûr, mais on peut quand même rêver. J'allais vous le dire. C'est qu'ils prennent 10 ans de prison. Mais ils prendront jamais 10 ans. C'est qu'ils aient 10 ans, ils soient 10 ans à l'ombre. Déjà, s'ils vont en prison, c'est déjà pas mal. Mais ils n'iront pas en prison, très probablement. Mais bien sûr qu'ils n'ont plus peur aujourd'hui des décisions de justice. Aujourd'hui, vous pouvez vous en prendre à un pompier, à un policier, à un gendarme, à quelqu'un de dépositaire de l'autorité publique et ne même pas aller en prison, avoir au mieux un rappel à la loi, au pire une peine de prison ferme avec aménagement de peine. Donc vous n'allez jamais en prison. Mais en réalité,
qu'est-ce qu'ils ont fait de notre pays. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu alerter. Souvenez-vous d'un livre qui a été écrit en 2013 qui s'appelait La France Orange Mécanique, écrit par Laurent Oberton, qui dressait un constat sur l'état de notre société en reprenant simplement des agressions. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'analyse de société derrière tout cela. Il prenait des agressions, des agressions gratuites, et il a été insulté, l'extrême droite, vous n'êtes pas sérieux, quelles sont vos sources, disait Émeric Caron. En réalité, aujourd'hui, qui pourrait contester qu'on vit dans une France Orange Mécanique, et qui pourrait contester que depuis maintenant 5 ans, on a des étés France Orange Mécanique? Parce que moi, je me souviens très bien d'un dossier que j'avais fait à l'été 2020, et où on avait pris sur 60 jours, du 20 juin au 20 août, toutes les agressions, les violences, les crimes et les délits qui avaient été organisés et qui avaient causé des drames. Mais il y en avait des dizaines par jour. Bien sûr. Mais vous citez Laurent Oberton, on pourrait aussi citer Georges Bensoussan. Territoire perdu de la République 2002, mais réédité en 2006, si mes souvenirs sont bons. Tout à fait. Sauf que Georges Bensoussan, quand il écrit Les territoires perdus de la République, qu'est-ce qui se passe? Ça se finit devant les tribunaux. Il se fait attaquer. C'est aussi le terrorisme intellectuel qui a empêché les gens de dire ce qu'ils voyaient. 20 ans plus tard, aujourd'hui, on en fait les frais. Voilà ce qui se passe. Il y a au passage la question de l'antisémitisme est déjà. Non, c'est juste pour préciser que dans les territoires perdus, en plus de tout le reste, il y a la question de l'antisémitisme des banlieues qui est déjà visible à l'époque, bien avant le 7 octobre. Oui, et puis le lien aussi entre la drogue et les émeutes, c'est le laxisme judiciaire. Parce que vous le disiez, il y a des personnes là qui risquent 10 ans de prison, ce qui est extrêmement théorique. En réalité, il n'y aura jamais 10 ans d'emprisonnement. Les juges peuvent prononcer un maximum prévu par les textes, mais il n'y a pas de peine planchée. On avait essayé et ils n'appliquaient pas ces peines planchées. Donc une des premières mesures qu'on pourrait mettre en place, ce sont des peines planchées avec un minimum où quand vous commettez une infraction, vous avez par exemple, 2-3 ans d'emprisonnement ferme. Parce que quand ils sont ensuite incarcérés en maison d'arrêt, vous avez des aménagements de peine, des juges d'application des peines qui parfois laissent sortir des délinquants et quand ils récidivent, n'ont pas de compte à rendre. Donc il faudrait aussi que les juges puissent rendre des comptes comme dans n'importe quelle profession. Mais on est ce matin, ça fait 8 minutes, que pour certains, on brainwash, on lave le cerveau sur des faits divers. Ah non, c'est factuel, là, ce que vous dites est factuel, mais sauf que quand on en parle, vous avez au plus haut sommet de l'État des gens qui vous expliquent que de parler de ces faits-là, ce ne sont pas des faits de société, mais ce sont des faits divers et qu'on brainwash. Donc on lave le cerveau des téléspectateurs ou des auditeurs d'Europe 1. Séance de brainwashing, tiens, un guet-apens tendu aux pompiers et aux forces de l'ordre a dégénéré samedi soir dans un quartier sensible à Béziers, faisant un blessé parmi les policiers et provoquant l'incendie d'un appartement touché par un mortier d'artifice. Bravo aux forces de l'ordre, bravo aux pompiers, parce que la situation aurait pu être dramatique. C'est un incendie qui a été provoqué par ces tirs de mortier. Il y a 9 personnes qui ont dû être logées en urgence, mais le bilan aurait pu être bien plus lourd. On va être dans un instant avec le préfet de l'Hérault, mais je veux qu'on ait les explications avec Marie-Victoire Dieudonné. Les violences et les tirs de mortier auront donc blessé un policier de la BAC et déclenché un incendie grave d'appartement. Depuis, une enquête a été ouverte. Plusieurs hypothèses sont envisagées, mais notamment celle des représailles face à la lutte contre le trafic de stupéfiants, puisque ces derniers jours, dans le quartier de la Devèze, ont eu lieu des interpellations de revendeurs, mais aussi des saisies de stupéfiants. Quelques jours plus tard, donc, la police, qui intervenait à l'origine pour un feu de poubelle, s'est donc retrouvée piégée par une cinquantaine d'individus en noir, cagoulés, qui tirent des mortiers d'artifice en direction des policiers. Finalement, un appartement sera touché par l'un des mortiers d'artifice. Il s'embrase. 9 personnes doivent être évacuées. Les faits de violence avec arme dans le cadre d'un guet-apens et sur personne dépositaire de l'autorité publique, mais aussi les faits de destruction volontaire par incendie font encourir jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Sur notre antenne, le procureur de Béziers a appelé à s'attaquer plus largement au marché de la drogue et aux causes de ce marché. Monsieur le préfet, merci d'être en direct pour CNews et pour Europe 1, François-Xavier Loche. Première question d'abord sur ce qui s'est passé cette nuit. Comment s'est déroulée la nuit du côté de Béziers? Et est-ce qu'on en sait un peu plus sur le déroulé du week-end? Écoutez, la nuit a été très calme. J'étais moi-même hier soir dans le quartier avec une 60aine de policiers puisque nous avions le renfort d'une compagnie républicaine de sécurité de nouvelle génération. On en a profité pour faire beaucoup de contrôles, plus d'une dizaine de personnes, 25 véhicules. On a interpellé 3 personnes qui également visionnaient vraisemblablement des vidéos de la veille. Donc l'ordre républicain dans le quartier de la Devèze a été tenu
cette nuit et on continuera autant que nécessaire. Vous dites l'ordre républicain a été tenu cette nuit. Est-ce qu'il faut comprendre que vous avez besoin de moyens exceptionnels au sens propre comme au sens figuré, puisque c'est souvent des bataillons en quelque sorte de la CSRS 8 spécialisés dans les émeutes, spécialisés dans le trafic de stupéfiants pour contrôler et finalement protéger, sécuriser ce quartier-là? Vous savez, ces moyens, je les ai, ces CRS de nouvelle génération, elles sont à peu près une fois par semaine dans le département. Nous avons également une unité de CRS qui est fidélisée dans le département de l'Hérault, évidemment les effectifs de la circonscription de Béziers. Et très clairement, ce fait gravissime de l'avant-hier apparaît comme une réponse à des interpellations. Vous l'avez dit vous-même, 6 trafiquants ont été interpellés dans ce quartier au début du mois de juillet. Ces faits sont clairement une réponse à l'activité des services de police. Et le quartier de la Devèze fait partie de nos priorités puisque s'y tiennent 2 points de deal très importants. Et évidemment, en allant dans le quartier hier, je répondais aussi à la demande de Robert Ménard d'avoir une sécurité encore plus importante à la Devèze, à la demande des habitants également qui souffrent de ces trafics. Et je ne doute pas qu'avec Monsieur le maire, on aura à se revoir encore cette semaine. Je l'ai eu ce matin pour intensifier ce travail entre la police nationale et la police municipale qui est également très active dans ce quartier. Monsieur le préfet, est-ce que depuis 48 heures, il y a eu des interpellations? Est-ce que des personnes qui ont participé justement à ce guet-apens contre les forces de l'ordre et les policiers ont été interpellées? Non, nous n'avons malheureusement pas encore d'interpellation. J'en discutais avec le procureur de la République hier soir qui était avec moi. Ce qui a étonné les policiers dans ce guet-apens, c'est le fait que les individus, et c'est assez inhabituel à la Devèze, étaient complètement masqués. On a pour autant des images de vidéoprotection. Je remercie le maire de Béziers d'ailleurs qui fait en sorte que ces systèmes fonctionnent à la Devèze, parce qu'il faut savoir qu'un certain nombre de ces voyous s'en prennent aux mains de vidéoprotection et donc on reconstruit régulièrement les dispositifs. Moi j'ai bon espoir que l'enquête permette de déterminer qui sont les auteurs. Je rappelle que ce sont des faits extrêmement graves. D'abord ils s'en sont pris aux policiers que je salue, que j'ai salué hier soir. J'ai vu le policier blessé qui était déjà à nouveau en patrouille. Les 4 personnes qui étaient dans l'appartement ont failli périr, il faut bien le comprendre. Heureusement que les sapeurs-pompiers en coordination avec les policiers sont intervenus rapidement. Donc ce sont des faits extrêmement graves qui se sont produits, intolérables. Évidemment, mon rôle, c'est de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Je disais que quand on voit les faits qui leur sont reprochés, les individus, s'ils sont interpellés, risquent jusqu'à 10 ans de prison. Les Français qui vous écoutent, monsieur le préfet, ont confiance évidemment aux forces de l'ordre, en la puissance de l'État pour interpeller, protéger aussi la population. En revanche, ils émettent souvent des doutes sur la réponse pénale. Et c'est vrai qu'il y a parfois un décalage entre les peines qui sont requises et les peines qui sont prononcées. Et je ne parle même pas des peines qui sont appliquées. Allons un peu plus loin sur le département. Comment vous expliquez cette contagion insécuritaire sur fond de trafic de stupéfiants, encore une fois? Écoutez, d'abord, je vais vous répondre sur les peines. Moi, je veux dire aux personnes qui nous écoutent qu'un préfet et un procureur de la République dans un département, ça travaille main dans la main sur ce sujet du trafic de stupéfiants. Bien sûr. Moi, je n'ai jamais eu à me plaindre de la réponse pénale donnée par le tribunal de Béziers. Et vraiment, c'est une priorité commune que cette lutte contre les trafics. Alors, oui, qu'est-ce qui se passe très concrètement en ce moment? Je pense que c'est encore une fois la réponse à des actes que nous avons posés, des interpellations, 6. Il faut savoir que depuis le début de l'année, on a interpellé à Béziers 2 fois plus de trafiquants que l'année précédente. Donc il y a des résultats qui sont donnés. J'entends que les habitants nous disent que ce n'est pas encore assez. Et puis il y a sans doute vraisemblablement un effet d'entraînement par les réseaux sociaux, par les faits qui se sont produits dans d'autres villes, qu'on fait tout pour stopper avec cette présence policière renforcée autant qu'il le faudra dans le quartier de la Devèze. Vous avez pris l'exemple du tribunal de Béziers, et tant mieux, monsieur le préfet. La semaine dernière, on voyait l'action du ministère de la Justice pour répondre de manière extrêmement ferme, rapide et transparente sur la nuit du 13 et la nuit du 14 juillet. Il y a eu des interpellations, des placements en garde à vue, des comparutions immédiates. Et un monde sépare les réquisitions du parquet des décisions de justice après la nuit du 13 et du 14 juillet. Un grand merci, monsieur le préfet, d'être venu
sur l'antenne de CNews, préfet de l'Hérault, pour nous expliquer que effectivement il y a une présence policière, il y a une action de l'État. Malheureusement pour l'instant, il n'y a toujours pas d'interpellation. Je pensais qu'il y avait eu des personnes qui avaient été interpellées. C'est très intéressant parce que Béziers est l'une des villes les mieux dotées en agents municipaux, en policiers municipaux. C'est quasiment, je crois, autour de 130. Donc ça fait 615, un policier municipal pour 615 habitants. Et c'est une des villes les mieux dotées en caméras de surveillance puisqu'il a 440 caméras. Donc on voit bien que le débat, il n'est pas tant que ça sur la question de la police municipale et des caméras de vidéosurveillance qu'on a très souvent pour pointer du doigt le laxisme présumé de certaines villes, notamment socialistes. Mais le débat, ça veut dire qu'il est beaucoup plus profond que ça, qu'il est judiciaire et quasiment en fait civilisationnel. Mais c'est pour ça que il y a des gens qui, même dans des villes comme Béziers, qui sont des villes pas très à gauche, eh bien, on a une violence endémique. Mais c'est pour ça que la question n'est pas seulement le trafic de stupéfiants, n'est pas seulement l'insécurité, Charlotte Dornelas. La question, elle est c'est existentielle, civilisationnelle. Dans quel état est la France aujourd'hui ? Et elle n'est pas d'abord une question de maintien de l'ordre de toute la chaîne pénale d'ailleurs, hein, que ce soit policier ou judiciaire, ce sont des questions importantes évidemment, notamment pour stopper la spirale de l'impunité, mais c'est pas d'abord malheureusement une question de maintien de l'ordre. Et on voit des maires se démener avec cette question devant l'urgence et un échelon national qui est parfois aveugle devant le phénomène. Quand on a à la suite de la mort de Naël des émeutes dans 500 villes en France, il n'y a pas d'histoire de trafic de drogue à ce moment-là. C'est pas le sujet. Sur la question du trafic de drogue, qui est évidemment à l'origine de beaucoup de basculements de certains quartiers et de révoltes quand la police intervient, je voudrais juste rappeler au gouvernement, à celui-là comme au précédent et au suivant, qu'il y a une fois dans son histoire récente où la France a réussi à stopper l'entrée de cam, de drogue. Pendant le Covid, bah oui. Mais bien évidemment. On a retrouvé la notion de frontière. Exactement. Pendant la crise sanitaire. Exactement, parce qu'on dit il y a la question du marché, d'accord, mais il y a aussi la question du produit tout court. Il y a une question qui se pose, une question de fond, qui est déjà comment un pays peut ne pas faire de la consommation de psychotropes, même légaux. À ce niveau-là de consommation de psychotropes, on a un sujet massif en France. On est le pays en Europe qui consomme le plus de psychotropes. C'est déjà une population objectivement dépressive. Donc déjà, c'est un sujet éminemment politique. Évidemment, il y a des produits de substitution qui, eux, sont illégaux, qui s'appellent la drogue, et qui répondent aussi largement à ce problème-là. Donc il y a une question de fond, il y a une question de maintien de l'ordre, il y a une question de souveraineté tout court, c'est-à-dire de frontières, et de frontières intérieures comme de frontières extérieures. Et d'abord extérieures. On parlait du sujet de l'immigration, mais même la circulation des biens, en l'occurrence de la drogue, se fait par des frontières uniquement. On a réussi à le faire à ce moment-là. Alors évidemment, je n'appelle pas à un reconfinement de tous. Vous voulez pas qu'on soit remasqué. Vous n'êtes pas une enfermiste, mais dans un instant, on va parler du confinement. Pardonnez-moi, parce qu'il y a un confinement sécuritaire. Ce que je veux dire, c'est qu'on est en train de nous expliquer qu'il faut une caméra par personne devant chaque porte, un policier et des CRS 8 et je sais pas quoi. On pourrait peut-être juste mettre tous nos moyens, concentrer tous nos moyens sur ce qui rentre et ce qui sort de ce pays. Tout simplement, en fait. S'il faut une urgence absolue, peut-être qu'au lieu de peser sur tous les honnêtes gens, parce que rassurez-vous, toutes ces interdictions pèsent essentiellement sur les honnêtes gens, et d'ailleurs, la spirale infernale, c'est que tous les Français, comme vous et moi, inquiets de la situation, appellent de leur vœu une réponse toujours plus sécuritaire qui pèse beaucoup plus sur nous que sur les délinquants, on le voit quotidiennement. Donc il faut réfléchir un peu plus en hauteur. Ouais. Oui, non mais surtout en prenant un peu plus de recul, et là je parle pour les hommes politiques. Bien sûr. Il faut qu'ils réfléchissent aux problèmes de manière générale. Oui, mais enfin vous pouvez vous assurer également, vous pouvez marcher sur vos deux jambes. L'aspect évidemment retrouver ses frontières, voir ce qui rentre et ce qui sort. Vous pouvez aussi penser urgence en expliquant que demain, la première personne qui se permet le luxe de participer à une émeute urbaine, c'est 10 ans de prison. Et pas 5, raison, pas 2, pas 3, pas que... parce que sa famille a eu des soucis, pas parce que lui, quand il était adolescent, il a été en difficulté, pas parce qu'il est inséré, parce qu'il a un CDD ou un CDI dans n'importe quelle entreprise. Mais là, c'est 10 ans de prison. Raison, et peut-être que le délinquant aura un peu plus la main qui tremble quand il va viser le policier. Mais sur le discours politique, parce que là, encore une fois, on dissèque les sujets en disant 10 ans de prison, est-ce qu'il y aura 10 ans de prison ? Certes, la peine qui est encourue, c'est 10 ans de prison. Mais le même code pénal explique que la prison doit être l'ultime recours,
quelle que soit la situation, quel que soit l'acte. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un problème politique. C'est pas une question de telle ou telle décision dans tel ou tel tribunal. Il y a dans la vision de la justice, de manière générale, un problème de rapport à la prison, de rapport également à la proportion entre l'acte et la personne qui est jugée. Ça n'est pas parce que l'identité d'une personne a 1000 complexités, ce qui est normal, et c'est normal que la justice en tienne compte, évidemment. Simplement, il reste un acte qui doit être considéré aussi pour ce qu'il est. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Sarah Salman. Oui, je pense que là où Charlotte a raison, c'est que la prison, le code pénal vous dit c'est l'exception. Néanmoins, on s'aperçoit que dans la chaîne délinquante, souvent vous avez des personnes qui commencent par des délinquants qui commencent par des délits mineurs, qui ne sont pas sanctionnés. Au bout du 10e, 11e, 12e, 13e, ils sont sanctionnés lourdement. Si vous sanctionnez très durement avec des peines courtes, comme dans certains pays scandinaves, vous limitez, vous ne l'endiguez pas, mais vous limitez quand même un petit peu la récidive. Donc il faudrait aussi changer peut-être la philosophie des choses, c'est évident, et de savoir qu'il faut aussi construire des places de prison, puisque là, vous avez des juges qui, finalement, hiérarchisent les délinquants en se disant lequel sera le moins dangereux. Comment ils ont fait au Salvador ? Comment ils ont fait, Sarah Salman, au Salvador ? Au Salvador, ils ont été dans l'excès inverse. Ah bah l'excès inverse, aujourd'hui, la population, elle est en demande de cet excès-là. Il y a eu beaucoup d'arbitraires au Salvador. Je ne suis pas certaine que ce soit un modèle. Ah bah, il y a eu beaucoup d'arbitraires, mais il y a aussi beaucoup de criminels qui sont derrière les barreaux, et il y a beaucoup moins de délinquance. Je veux bien alors, que des ça innocents soit pas en prison, l'exemple. c'est pas souhaitable non plus. Moi, je parle pas des innocents, je parle des délinquants qui sont aujourd'hui des criminels derrière les barreaux, et la criminalité qui a baissé. Je suis pas en train de faire du Salvador l'alpha et l'oméga, mais je ne suis pas de ceux qui, pour des raisons morales, vont considérer que le Salvador, c'est l'enfer sur Terre, au nom de droits et de libertés fondamentales. Aujourd'hui, les droits et les libertés fondamentales, elles sont bafouées, non pas au Salvador, elles sont bafouées sur notre sol, parce que vous avez la France des honnêtes gens, comme disait Charlotte, qui subit le trafic de drogue, qui a changé son mode de vie, nous, on est bien tranquille sur le plateau de CNews. On n'a pas ces problèmes-là à se réveiller le matin avec des groupes de trafiquants qui vous demandent votre carte d'identité, qui sont en bas de l'immeuble en train de dealer et d'entendre des tirs de Kalachnikov. Alors après, à partir du moment où la France fait partie de la Cour européenne des droits de l'homme et qu'on est sanctionné tout le temps, on va être sanctionné régulièrement. On me dit... c'est la passation de pouvoir avec Europe 1, le Carillon. Pardonnez-moi. La passation de pouvoir. La passation de plateau. Plateau, vous avez raison, Sarah. De pouvoir sur le plateau, après tout. Madame la présidente de la République, Anissa.